Il était une fois une ferme merveilleuse. Au cœur d'une vallée bretonne, des cochons, des vaches, mais aussi des poules pâturent la frimousse au vent, s'ébrouent dans l'herbe grasse où se dort la plume au soleil. Leurs amis les humains ramassent les œufs pour les gâteaux de l'après-midi, font de jolis bouquets de fleurs et cajolent les petites poules rousses et les cochons farceurs. C'est le printemps et les champs sont d'un jaune éclatant. Vous avez l'impression d'être dans Martine à la ferme? Eh ben figurez-vous que cette ferme, on dirait bien qu'elle existe. C'est quoi ce truc encore là? Nous sommes dans le Morbihan, un département qui compte plus de porcs que d'habitants et qui concentre ce qui se fait de pire en matière d'élevage. Émissions de gaz à effet de serre, pollution des sols, déforestation de l'Amazonie pour nourrir le bétail enfermé dans des usines. Mais à Trévereau, 2 associés tête brûlée et 5 salariés développent envers et contre tout une ferme à l'opposé du modèle industriel. Nous, on est parti sur un projet délirant. C'est un délire, notre projet. Et souvent, je dis, ne faites pas ça chez vous. Leur délire, c'est de proposer un élevage écologique et éthique qui remet les animaux dehors comme valorisateur des déchets de culture végétale. Un système complètement circulaire et autonome, clé pour notre alimentation de demain, mais qui est encore aujourd'hui si rare et périlleux en France qu'il fallait bien qu'on vous raconte leur histoire. Allez, suivez les guides. Qu'est-ce que vous faites et surtout où est-ce qu'on est aussi? Dans quel type de territoire on est? Où est-ce que la ferme elle s'inscrit? Ça se situe avec Canard, Colvert. Notre ferme, donc la ferme de Trévereau, dans le département du Morbihan, à 25-30 minutes au nord de Vannes. On est parti d'une feuille blanche en fait. On avait un élevage laitier, on a tout viré, les vaches, les matériels, le robot de traite, rien n'était adapté à ce qu'on veut produire. Donc on a dû d'abord tout faire table rase et en plus tout reconstruire. C'est en 2019 que Régis et Benjamin, lancés dans leur folle reconversion, font le pari de totalement transformer une ancienne ferme conventionnelle de 80 hectares. Moi, j'adore mon métier, je vis les plus belles années de ma vie. C'est vrai, hein, je vis des super années, je m'éclate à fond, je prends un plaisir incroyable à le faire. Après, on va pas se mentir, c'est une vie entière. Et c'est un investissement qui est absolu. Et le challenge commence avec la mise en place de ce qui ne se fait pas au pays de la cochonaille et du lait bridel. Des cultures végétales ultra nourricières, tout en bio et indispensables à nos assiettes de demain. Orge, épeautre, pois, millet, seigle, sarrasin, lentilles. Une diversité de cultures à en donner le tournis, transformées sous l'œil attentif de Django en huile, farine, légumes secs et autres graines décortiquées. Bref, une ferme que les viandards les plus acharnés qualifieraient un peu rapidement de ferme de bouffeurs de graines. Pourtant, en s'y baladant un peu, on découvre très rapidement des élevages, avec Aurélia qui récupère les œufs des poules. Ça va les filles, alors? Régis qui papote avec les vaches. Allez, viens Pépita, viens. Et Benjamin, souvent fourré avec les cochons. On est observé. Ils sont là, oh, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas tant de monde d'habitude. C'est vraiment le gang des affreux. Ils sont en bande quoi. Ils sont en bande. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. C'est une bande de petits porcelets. Alors, si je peux me permettre, excusez-moi d'interrompre le passage animaux mignons là, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. Mais aujourd'hui, même sans se placer dans la philosophie végane, il y a quand même un consensus. Il faut réduire drastiquement notre consommation de viande. Alors à Trévereau, on a imaginé un renversement complet du système. Oh, j'ai la gerbe. Les élevages bretons sont sous perfusion du maïs et du soja importés du continent américain. Et donc nous, on a voulu faire la logique inverse. On a fait un gros tableur, on a dit voilà, on veut produire ça, on veut produire ça, on veut produire ça. Et quand on aura produit tout ça pour vendre à des humains, donc des farines, des huiles, ça, on va obtenir, on estimait les quantités de déchets qu'on va produire. Parce qu'il y a des choses que nous, humains, on ne mangera jamais. Et ensuite, on a déterminé combien de poules, combien de cochons, combien de bovins on allait élever. Eh oui, vous mangeriez, vous, les résidus de lentilles, le son de la farine, le tourteau des huiles, les patates recalées au triage? Si vous vous y risquiez, ça vous donnera certainement une bonne diarrhée. Mais les cochons et les poules, eux, ils adorent. Nourris avec les déchets de la ferme, ils sont donc en nombre restreint. Ce ne sera pas plus de 1000 poules, ni de 120 cochons par an. Mais déjà de quoi fournir une nourriture supplémentaire, viande et œufs, sans empiéter sur les cultures végétales déjà présentes. Et le moment du dîner quotidien vaut le détour. Regardez. Ils vont mettre un peu de temps à s'organiser et puis une fois que tout le monde a trouvé sa place, après c'est parti. À côté, ils ont le seum, ouais. À quand notre tour?
Et l'herbe, présente sur les 15 hectares de prairies non cultivables de la ferme, vous la mangeriez, vous? Même Mélanie, végétarienne accomplie, ne ferait jamais ça. Ces 30 vaches fertilisent aussi les prairies temporaires entre deux cultures, ce qui est précieux en agriculture biologique. Mais elles valorisent avant tout ce qui est impropre à la consommation humaine. Et c'est pour Régis et Benjamin la place que devraient avoir les élevages. Alors, tu nous emmènes où? On va jeter un œil à mes vaches qui vont faire une manif quand elles vont nous entendre arriver. Mais là, quand elles commencent à manger sous les fils comme ça, que tu en as plus autour du râtelier que dans le champ, que tu vois plus de terre que d'herbe, faut les déplacer. Allez, venez. Allez, vague. Allez, venez. Allez, vague. Allez, viens. Et nous, on veut soutenir le fait que sur notre ferme, on produit beaucoup plus d'alimentation pour les humains parce qu'on a des animaux que si on n'en avait pas. Le tout, c'est d'avoir le bon nombre d'animaux par rapport à la taille de sa ferme. Ah la belle, comment c'est? Tu t'es fait chier dessus par un oiseau là. C'est les risques du plein air. Il y a une autre idée qui a conduit à la création du système, c'est l'idée de répondre à une demande de la société qui était de retrouver du sens à l'élevage. Ce sens, il passe aussi à Trévereau par le bien-être animal, par remettre les animaux dehors, comme dans les publicités, mais pour de vrai. Ici, votre boîte de 6 œufs vient de poules qui peuvent caqueter sous les arbres du verger la crête au grand air. Et votre pâté? De cochons qui cavalent dans les bois pour aller dénicher des glands. Ça, regardez, on va aller gratter Rika Gambetta. Rika Gambetta, elle a décidé que les câlins, c'était pas son truc. Et donc du coup, c'est hors de question tout le temps. Hein, ma belle? Alors, voilà. Oh, je l'aurais jamais. Hein. Une caractéristique de cochon, c'est sa mémoire. C'est qu'il a une mémoire des événements, des situations qui est, je pense, en commune mesure avec les autres animaux qu'on élève. Et effectivement, je ne me rappelle pas, mais il se peut qu'un jour je me suis fâché, que j'ai eu un coup de sang parce que je voulais la bouger, elle ne voulait pas, je me suis fâché. Et ben là, elle m'en tient rigueur depuis toujours, quoi. À vie. Le travail, je l'ai adoré de suite. Hein. Moi, j'ai pas l'impression d'aller bosser, quoi. Vraiment. Allez les filles, comment ça va? Ouh là là, les poulettes! Oh là là! Et en fait, dans l'imaginaire de Régis et Benjamin, c'était de motoriser les poulaillers pour qu'ils soient déplacés vraiment tous les jours. Pour limiter en fait la pression sur le sol? Exactement, ouais. Et puis au niveau du pâturage, tu vois, elles restent quand même à proximité de leur poulailler, quoi. De déplacer tous les jours, ça fait sens, quoi. D'accord. Ok, top là. Ritona, une truie très douce, très douce pour le coup. Grosse gratouille, hein? Les chiens, c'est un chien. C'est la première fois que je caresse un cochon. Oui, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est que c'est la viande qu'on consomme le plus en France. On est à 35 kg de viande de porc par personne et par an, un truc comme ça. Et c'est trop, hein, on est d'accord, il faut réduire tout ça. Mais les gens mangent beaucoup de cochons. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui m'avouent, en fait, ils disent, mais je crois que c'est la première fois que je vois des cochons. Pour de vrai, à part peut-être dans un cirque ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est une production qui est, c'est une production qui est cachée. En France, 95% des porcs que nous mangeons sont exploités en élevage intensif à l'abri des regards. Sélectionnés pour leur capacité à produire plus et plus vite, ils sont mutilés et entravés pour cohabiter par milliers. Et parmi les 5% restants, une écrasante majorité est élevée en bâtiment, souvent sur de la paille. Alors, les cochons rustiques que vous voyez là, élevés toute l'année dehors à la vue des passants et en bio, ce n'est représentatif d'à peu près rien du tout. Voilà, c'est des beaux cochons qui vont bien, qui ne sont pas parasités, qui grandissent bien. Les cochons industriels, ils font à peu près 90 kg carcasse, donc ça fait des cochons qui font 120 kg vifs à peu près, sur pied quand ils partent à l'abattoir. Et nous, on les fait vieillir un peu plus, on les fait grossir plus. Là, l'objectif, c'est de faire une viande qui est plus rouge, un peu plus grasse et plus persillée. Une viande qui est plus mature en fait. Ah, il y a de quoi appâter le chaland du Morbihan qui veut du gourmand, du bio, du local. Mais leurs produits comme les petites rillettes attirent aussi d'autres consommatrices qu'on attend moins. Comme moi, végétarienne depuis 5 ans, qui suis allée au-devant de mes plus grandes peurs. Derrière le luxe, le calme et la volupté, il y a des réalités qui vont vous faire vriller le cerveau. Est-ce que vous y retrouvez en termes de rentabilité économique? Moi j'ai beaucoup de collègues qui font tout pour vendre pas cher, des produits de qualité
Et en fait, ce qui se passe au final, c'est qu'ils ne se payent pas. Ou alors, ils travaillent dans des conditions... Oui, en fait, il y a forcément un truc quelque part. Il faudra forcément rogner quelque part un moment. En fait, moi, je ne suis pas magicien. Je ne vais pas dire aux gens que je vais élever des porcs dans ces conditions-là et le vendre au prix de l'industriel. Il y a quelque chose qui peut pas marcher quelque part. C'est des équations économiques, quoi. Est-ce que ça fait pas une alimentation qui est dédiée uniquement quand même à une certaine classe sociale, tu vois? Moi, j'en suis pas. Enfin, je pense que c'est une alimentation qui est dédiée à des convictions plus qu'une classe sociale. Moi, je me considère pas comme une classe sociale élevée. J'ai 4 enfants. On est 6 à la maison et on mange essentiellement local et bio. Mais par contre, voilà, notre budget, ça passe dans la bouffe. Mais c'est un choix de vie, quoi. Et après, je comprends, hein, c'est des conditions, quand on n'arrive pas à se chauffer, à se loger, qu'il faut en plus manger bien, enfin, clairement. Même des gens qui ont beaucoup de moyens, ils se disent mais pourquoi ça vaut le double de ce que j'ai l'habitude d'acheter, quoi. Ils comparent avec des choses qui sont vendues 30-40% en dessous du prix que ça devrait l'être. Et du coup, c'est compensé par des gens qui travaillent 70 heures par semaine en étant payés 3 € de l'heure. Alors Régis et Benjamin, eux aussi, compensent en bossant 70 heures par semaine et commencent tout juste à se payer au bout de 4 ans. Mais pas question de rogner sur les prix. Ils mettent plutôt l'énergie à convaincre les clients, bien aidés par une équipe de salariés au taquet, toujours prête à dégainer la posture du vendeur de chichi churros. Rillettes de porc nature. Petit peu de pâté de campagne. Et là, on est sur une race qui a vraiment un persillé. Vous voyez tous les petits filaments là? Goûtez tranquillement votre pâté et on regarde ensemble. Madame, un petit creux? Ah oui, je fais tout. Mais tout ce que vous voyez d'ici jusque là-bas, c'est nous qui le faisons. Hein. Tout sur la même ferme. Hein. Allez, bonne journée. Au revoir. En temps, la partie commerciale comparée à la partie production, vous arrivez à le chiffrer ou avoir un ordre de grandeur? La moitié de notre temps. Faudrait trouver un équilibre. Tu vois, si c'était un tiers de notre temps, déjà, ça serait plus entendable. Mais on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de clients, oui, qui sont très très naïfs sur les marchés. C'est impressionnant. Ils ont un papy avec un béret derrière une table et ils ont l'impression qu'il fait tout ça dans son jardin. Ah non, mais moi je fais très attention. Je suis très attentif à toutes les problématiques de bien-être animal. Ah bah oui, ah si. Moi j'achète toute ma viande chez mon boucher. Il est formidable mon boucher. Il a ce franc-parler paysan là, c'est de l'authentique. Mais moi je me prive de viande au moins une fois par semaine. Bah oui, mais il faut faire des efforts aujourd'hui. On n'a plus le temps d'attendre. En fait, moi je me considère dans la même situation que mes collègues conventionnels. Aujourd'hui, le politique nous pose ces deux injonctions-là, d'être compétitif et de produire en masse, et en même temps de respecter un standard de production très élevé. Et en fait, nous, producteurs alternatifs en vente directe sur des productions haut de gamme, on se retrouve à répondre à une partie de cette injonction-là sur l'aspect qualitatif, mais on ne répond pas à la demande en termes de volume et en termes de prix. Donc en fait, on passe pour des voleurs. Nos collègues conventionnels répondent à cette injonction de performance économique et technique, mais ne répondent pas à la demande qualitative et donc passent pour des empoisonneurs, des tortionnaires d'animaux. Voilà. Sauf qu'en fait, il faut choisir. Cette incohérence, c'est peut-être la nôtre, consommateurs et consommatrices, qui sommes 69% à réclamer plus de bien-être animal avec un morceau de nuggets coincé entre les dents. Mais il faut dire qu'on n'est pas vraiment aidé par nos politiques, dont les choix ont poussé l'élevage vers toujours plus d'industrialisation. Alors au moment de l'apéro, un sujet symptomatique de cette course en avant est arrivé sur la table. Dans ce rapport à la mort, on doit conserver un aspect solennel, parfois un aspect sacré ou un aspect, on va dire, une conscience, quelque chose qui c'est un moment important. Et là, on n'en a plus les conditions. Mais parce que c'est industrialisé. Ouais. En fait, mais ça, c'est l'industrialisation de l'abattage. On est parti d'un système de petits abattoirs communaux, Un petit peu avec un maillage sur le territoire. partout. À ce moment-là, les animaux, ils passaient pas une nuit à l'abattoir. Hein. Il faut regarder les chiffres de la concentration des abattoirs. C'est sidérant. On est passé d'un abattoir par commune à certains départements où il n'y a plus qu'un abattoir dans le département. On a des animaux qui vivent toute leur vie dehors, qui sont peu ou pas transportés, qui vivent en troupeau, en groupe. On est attaché à ces modes de vie-là. Et aujourd'hui, en fait, à la fin de leur vie, on les attrape, on les fait monter dans une bétaillère, ils vont à l'abattoir et ils sont tués à l'abattoir. Et ensuite, le boucher les récupère pour les découper, tout ça. Concrètement, on va pas se mentir, entre le moment où on les attrape, on les met dans la bétaillère et le moment où ils sont abattus, ça c'est la période qui nous chagrine et qui nous embête, parce qu'en fait, c'est pas un moment qui se passe bien. Ouais, Et on est dépossédé, de la dernière on est dépossédé de cette partie-là qui est hyper importante. Ah mes belles. Bah oui.
Donc ça, c'est les mamans des petits qu'on vient de voir. Stana, la belle Stana. Rhiannon au milieu, Loulou. Loulou, c'est la plus vieille. Elles ont des noms, elles n'ont pas de numéro ici. Malheureusement, il se pourrait bien que Rhiannon et ses copines ne puissent bientôt plus mettre le groin dehors. Car ce ne sont plus seulement les dernières 24 heures, mais toute une façon de faire de l'élevage qui est sur la sellette. Il y a quelques années, le cauchemar a commencé avec les poules, que nous avons eu la chance de voir dehors, mais qui ne sont autorisées à l'aide qu'une petite partie de l'année. Le reste du temps, enfermées pour cause de grippe aviaire. Depuis 36 mois, on a passé plus de 30 mois en confinement. Donc en fait, c'est pas un élevage plein air, c'est un élevage concentrationnaire. Concrètement, sur la partie poule pondeuse, on est sur une démolition de notre rapport, de notre morale. C'est des animaux qui ont besoin de gratter, de sortir, de fouiller. Quand on les laisse enfermer, c'est une catastrophe. Elles vont pas bien. Elles vont très mal. De notre point de vue, les élevages industriels, ils sont, on va dire, à l'origine de cette situation sanitaire, parce qu'effectivement, on a des quantités d'animaux que le monde n'a jamais portées, qui génétiquement ont une diversité qui est très faible. Et dès qu'il y a un pathogène qui va trouver une faille dans la génétique, en fait, ça va faire des ravages. Et en plus, on élève des animaux dans des conditions de vie qui sont forcément très sollicitantes pour eux, parce qu'on leur demande le maximum de croissance, le maximum de performance. Et donc forcément, ils ont des organismes qui ont des immunités, on va dire, assez faibles. On comprend alors aisément le sentiment d'injustice qui a gagné les éleveurs plein air. Aujourd'hui, le politique demande à des élevages que tout oppose les mêmes normes. D'abord les clôtures, les filets, et puis l'enfermement. Des normes si coûteuses qu'elles ne sont adaptées qu'aux industriels. Et voilà qu'exactement le même scénario se profile avec la peste porcine qui arrive en France. Ah non, pas les cochons, hein. Les poules d'accord, mais pas les cochons. T'as une politique pour une diversité de modèles finalement, donc en fait qui sont pas du tout adaptés peut-être à tout le monde. Oui, et puis après il y a une histoire de pouvoir et d'argent. Là, certains disaient que c'était 1% du PIB qui était menacé si on se tapait la peste porcine africaine en France. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est colossal. Nous à côté, on est des mouches, on est des microbes. Donc effectivement, en fait, dans les mains du décideur, quand il s'agit en fait de gérer, on va dire, une problématique comme ça, en fait, il rencontre tous les acteurs de les filières. Et en fait, ils vont dire, en fait, vous êtes sympa, mais vous êtes 1% des éleveurs. Donc s'il faut que vous mouriez pour que les autres soient sauvés, on va le faire, en fait. Et bien voilà, je vais désormais aller devoir me mettre en boule dans mon lit. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de reportage. Mais non, ici, pas question d'abandonner leurs rêves. À Trévereau, on déborde d'énergie pour que cette expérience paysanne soit la plus durable possible. On transforme la ferme en un lieu de vie collective. On dégage du temps pour construire ses propres machines et gagner en autonomie. On travaille main dans la main avec des acteurs clés du territoire comme l'ESAT. Et puis, on replante des arbres et des haies sur un terrain de l'association Terre de Liens, qui ne sera jamais remis entre les mains de l'agro-industrie. Le résultat, c'est quand même qu'il y avait une personne qui vivait sur la ferme et qu'avec la même ferme, on a même perdu un peu de surface, on est 6 et bientôt 7. Donc c'est plutôt une réussite. Eux, ils font pas attention à eux. Ça, c'est compliqué. Par contre, je pense pas me tromper, mais que c'est important pour eux le salariat. C'est une fierté de pouvoir salarier des gens et de prendre soin de leurs salariés. Et vraiment, moi, je cherchais un métier qui fasse sens pour ma vie, pour la planète, pour les gens et pour ton épanouissement. Ici, c'est royal, quoi. Je crois pas du tout que on soit la solution et qu'on soit, que si tout le monde fait comme nous, ça va changer. J'ai souvent ce mot-là, proposition. J'aime bien que la ferme, ça soit un petit laboratoire, une petite activité qui ne se veut pas exemplaire, qui ne se veut pas pionnière, mais qui se veut exploratrice. Si Martine a fini son séjour à la ferme à 2 doigts de partir en manif, elle a aussi ouvert grand ses imaginaires sur la place que pourrait avoir l'élevage dans notre société. Un élevage qui deviendrait la cerise sur un gros gâteau végétal. Un élevage où l'animal ne serait pas qu'une vulgaire unité de production. Alors que notre politique agricole est dans une impasse et que nous, mangeurs et mangeuses, avons du mal à lâcher notre jambon blanc à 2 €, le temps presse pour transformer ce qui est aujourd'hui une ferme de têtes brûlées en un grand et joyeux mouvement à l'échelle du territoire. Non, parce que Martine, elle aimerait bien retrouver un peu de son insouciance là.